Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur le chapitre de la justice sociale. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec cette première vidéo où on va voir qu'est-ce que les inégalités, qu'elles sont multiformes et qu'elles sont cumulatives. Alors les sociétés démocratiques sont souvent présentées comme des sociétés égalitaires, mais elles connaissent en réalité de nombreuses inégalités qui fragilisent la démocratie. Il faut donc s'interroger sur ce qu'on nomme une inégalité, les différentes formes d'inégalité qui existent et les liens qu'elles entretiennent entre elles. Une inégalité représente une différence entre individus qui se traduit par des avantages ou des désavantages dans l'accès à des ressources socialement valorisées. Ces ressources peuvent être la richesse, le savoir, le pouvoir ou encore le prestige. Les inégalités suggèrent donc une hiérarchie sociale où certains bénéficient plus que d'autres de ces ressources précieuses. Attention toutefois, une différence n'est pas forcément une inégalité. Une différence d'accès à une ressource est une égalité si la ressource est socialement valorisée. Par exemple, si deux personnes ont des chances différentes d'accéder à une éducation de qualité en raison de leur milieu socio-économique, on fait face à une inégalité. Et c'est bien parce que l'éducation est socialement valorisée qui ouvre la porte à d'autres avantages comme de meilleurs emplois, un revenu plus élevé, etc. A l'inverse, une différence d'accès à une ressource n'est pas une inégalité si la ressource n'est pas socialement valorisée. Par exemple, une différence de couleur de cheveux ne constitue pas une inégalité car elle n'affecte pas directement l'accès à des ressources socialement valorisées. Maintenant qu'on a une définition claire de ce qu'est une inégalité, on peut aborder la diversité de ces inégalités. Car en effet, les inégalités sont loin d'être un phénomène uniforme, elles sont multiformes. Les inégalités peuvent se manifester sous plusieurs formes et c'est pour cela qu'on dit qu'elles sont multiformes, multidimensionnelles. Tout d'abord, on a les inégalités économiques. Elles correspondent à des inégalités dans la répartition des ressources monétaires entre les membres de la société. Elles apportent donc soit un avantage monétaire, soit un désavantage. Ces inégalités économiques peuvent concerner la répartition des revenus, c'est-à-dire l'ensemble des flux monétaires reçus par une personne qui accroissent son patrimoine. Si la répartition de ces revenus est inégale, on parlera alors d'inégalité de revenus. Ensuite, la répartition du patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des richesses possédées par un individu ou un ménage. Il peut être soit financier comme avec des actions ou immobilier. Et si la répartition du patrimoine est inégale, on parlera donc d'inégalité de patrimoine. Et enfin, les inégalités sur le marché du travail. Par exemple, deux personnes ayant le même emploi peuvent recevoir des salaires différents en raison de leur âge, de leur sexe ou de leur origine ethnique. Et ensuite, on a les inégalités sociales, culturelles et politiques. Elles correspondent à une différence d'accès aux ressources non économiques socialement valorisées telles que le pouvoir, le savoir, la culture, le genre, la santé, etc. Les inégalités peuvent donc se manifester sous de multiples formes. Les inégalités économiques d'une part et les inégalités sociales, culturelles et politiques d'autre part. Mais en plus d'être multiformes, ces inégalités ont aussi une nature cumulative. Cela veut dire qu'elles vont se renforcer et s'auto-entretenir mutuellement. Voyons voir ce qu'il en est. Les inégalités, qu'elles soient économiques ou sociales, sont des phénomènes qui s'accumulent et s'auto-entretiennent. Cela signifie que les avantages accumulés par certains s'additionnent et renforcent leur position privilégiée, tandis que les désavantages subis par d'autres se multiplient, aggravant leur situation de précarité. Cette dynamique rend les inégalités à la fois cause et conséquence les unes des autres, créant un cercle vicieux difficile à rompre. Commençons donc par voir comment les inégalités économiques, une fois établies, se perpétuent et se renforcent elles-mêmes. Déjà, les inégalités de revenus entraînent des inégalités de patrimoine. En effet, les personnes avec des revenus plus élevés ont généralement une propension à épargner plus importante. Cette capacité à épargner permet non seulement de constituer un patrimoine, mais aussi d'accéder plus facilement à des crédits, augmentant ainsi leur actif immobilier et financier. Cela crée une accumulation de richesses importante pour ceux qui ont des revenus élevés. Ensuite, cette augmentation des inégalités de patrimoine renforce à son tour les inégalités de revenus. Les revenus tirés du patrimoine, comme les loyers ou les intérêts, augmentent le revenu global des ménages les plus aisés, leur permettant d'accroître encore plus leur épargne et donc leur patrimoine. Ce cycle renforce la concentration des richesses dans les mains de ceux qui sont déjà économiquement avantagés. Ainsi, on voit bien comment les inégalités économiques se cumulent et s'auto-entretiennent, puisque les inégalités de revenus entraînent des inégalités de patrimoine, ces mêmes inégalités de patrimoine renforçant les inégalités de revenus. Mais le rôle des inégalités économiques ne s'arrête pas là. Elles peuvent aussi entraîner des inégalités sociales.
sociale. Alors comment? Déjà car les inégalités de revenus génèrent des inégalités d'accès aux soins. En effet, les personnes avec des revenus plus élevés ont généralement un meilleur accès aux soins de santé de qualité. Elles peuvent par exemple se permettre de payer des dépassements d'honoraires et n'ont pas à hésiter avant de consulter un médecin, ce qui n'est souvent pas le cas pour les personnes aux revenus plus faibles. Ces dernières, en raison du coût des soins médicaux, peuvent retarder ou éviter de chercher des soins jusqu'à ce que cela devienne une nécessité absolue, ce qui peut aggraver les conditions de santé à long terme. Cette différenciation dans l'accès aux soins a des répercussions significatives sur l'espérance de vie. En effet, ce document de l'INSEE montre que malgré une augmentation générale de l'espérance de vie, les écarts entre les différentes classes sociales persistent ou s'élargissent. Les ouvriers et employés ayant souvent les revenus les plus faibles présentent une espérance de vie inférieure comparée à celle des cadres, en partie due à un accès plus limité à des soins de qualité et à des conditions de vie moins favorables, comme une alimentation moins équilibrée et des conditions de travail plus pénibles. Ensuite, la deuxième façon dont les inégalités économiques peuvent entraîner des inégalités sociales, c'est qu'elles influencent l'accès à la culture et aux loisirs. Les individus aisés fréquentent plus régulièrement des musées, des théâtres, des concerts et participent à des activités enrichissantes, augmentant ainsi leur capital culturel. A l'inverse, les personnes à faible revenu se voient souvent privées de ces expériences, ce qui non seulement limite leur bien-être, mais également leurs opportunités de développement personnel et social. Par exemple, en 2022, selon l'enquête SRCV de l'INSEE, les pratiques culturelles différaient beaucoup selon la catégorie socio-professionnelle. En effet, 64% des cadres sont allés au cinéma au moins une fois dans l'année, contre seulement 30,4% des ouvriers et 23,6% des retraités. De plus, les cadres sont plus nombreux à fréquenter les sites culturels tels que les musées ou les monuments, avec 62,6% d'entre eux les visitant au moins une fois par an, contre seulement 17,8% des ouvriers et 23% des retraités. Les raisons financières sont un obstacle pour certaines catégories, notamment pour 12% des ouvriers qui ne vont pas au cinéma pour cette raison. Enfin, la dernière façon, c'est que les inégalités en dotation de capital économique peuvent entraîner des inégalités de chances scolaires. En effet, le capital économique d'une famille a un impact direct sur les opportunités éducatives disponibles pour les enfants. Les familles mieux dotées économiquement tendent à résider dans des quartiers avec des écoles de meilleure réputation, offrant ainsi à leurs enfants un accès à une éducation de qualité supérieure. Cette situation crée une inégalité dans la réussite scolaire dès les premières étapes de l'éducation. En effet, selon le rapport sur les inégalités de 2023, les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés montrent dès le CP des résultats inférieurs en compréhension de mots à l'oral et en résolution de problèmes mathématiques par rapport à ceux issus de milieux plus favorisés. Par exemple, seuls 46% des élèves des réseaux d'éducation prioritaires, les REP+, ont un bon niveau en résolution de problèmes mathématiques, contre 70% dans les autres écoles. Et il en va de même dans l'accès à l'enseignement supérieur, où les enfants de cadres sont 3 fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers à l'université. De plus, les ressources économiques permettent également aux parents d'investir dans des supports éducatifs supplémentaires, tels que le tutorat privé, l'achat de matériel pédagogique et même la technologie nécessaire pour suivre les programmes scolaires en ligne. Ces investissements augmentent les chances de succès scolaire des enfants, réduisant les risques de redoublement et d'échec scolaire. A contrario, les enfants issus de milieux économiquement défavorisés sont souvent placés dans des conditions moins propices à la réussite scolaire, limitant leur accès à ces ressources supplémentaires, ce qui augmente les inégalités de résultats éducatifs. Ainsi, les inégalités économiques, en plus de se cumuler et de s'auto-entretenir, entraînent également des inégalités sociales. Mais il est important de comprendre que ces inégalités sociales ont aussi tendance à s'auto-entretenir. Au cœur de ce processus, le capital culturel joue un rôle crucial dans la manière dont les inégalités sociales s'accumulent et se maintiennent. En effet, les inégalités dans la détention du capital culturel d'une famille à l'autre peuvent premièrement engendrer des inégalités de réussite scolaire. Les familles de cadres et de professions intermédiaires possèdent généralement un capital culturel plus important que celle des ouvriers et des employés. Ce capital favorise la réussite scolaire des enfants issus de ces milieux plus privilégiés, tandis que les enfants d'origine plus populaire avec moins de ressources culturelles rencontrent souvent plus de difficultés scolaires. Cette réussite scolaire n'est pas juste une question de notes ou de diplômes. Elle influence aussi les opportunités de vie, y compris l'accès à des études supérieures et à des emplois de haut niveau. Les enfants ayant réussi scolairement sont ensuite en mesure de transmettre ce capital culturel à leurs propres enfants, perpétuant ainsi le cycle d'avantages liés à leur origine sociale. Par exemple, ce tableau de l'INSEE montre que 80,8% des enfants de cadres ou de professions intermédiaires obtiennent le baccalauréat contre seulement 57,7% des enfants d'ouvriers ou d'employés. De plus, 72,1% des enfants de cadres accèdent à l'enseignement supérieur contre 39,7% des enfants d'ouvriers. Cette disparité
disparité se retrouve également au niveau des diplômes de grandes écoles, avec 14,1% des enfants de cadres obtenant ces diplômes prestigieux, contre seulement 4,2% des enfants d'ouvriers. Cela illustre clairement comment le capital culturel et social des parents influence les trajectoires éducatives de leurs enfants, créant des écarts significatifs dans les réalisations scolaires et professionnelles entre les différentes classes sociales. Mais en plus de ça, ces inégalités de dotation en capital culturel peuvent aussi entraîner des inégalités concernant les pratiques culturelles. En effet, si on prend ce graphique du ministère de la Culture, on observe que les personnes ayant un niveau d'études supérieur participent beaucoup plus fréquemment à des activités culturelles, que ce soit en personne ou en ligne, comparativement à celles ayant un niveau d'éducation inférieur. Par exemple, pour les sites patrimoniaux, 53 personnes des diplômés de l'enseignement supérieur y ont assisté in situ, contre seulement 7% des personnes sans diplôme. De même, pour les spectateurs de théâtre, 48% des personnes avec un diplôme supérieur ont assisté en personne, alors que seulement 6% des non-diplômés l'ont fait. Cette tendance se répète pour les activités de danse et les concerts, montrant que les individus ayant des niveaux d'éducation plus élevés sont plus enclins à participer à ces événements culturels. Ces activités renforcent leur capital culturel et social, créant un écart encore plus grand avec ceux qui n'ont pas accès à ces expériences. Ainsi, les inégalités sociales se cumulent et s'auto-entretiennent. Mais elles peuvent aussi à leur tour entraîner des inégalités économiques. Pour te le montrer, on va prendre l'exemple des inégalités de genre. Les femmes, souvent chargées de manière disproportionnée des responsabilités domestiques et de l'éducation des enfants, se retrouvent désavantagées sur le marché du travail. Cette répartition inégale des tâches ménagères et parentales se traduit par une proportion plus élevée d'emplois à temps partiel chez les femmes que chez les hommes, où 26,5% des femmes en emploi sont à temps partiel contre 8,7% des hommes. En acceptant des conditions de travail flexibles pour mieux jongler entre obligations professionnelles et familiales, les femmes se retrouvent souvent avec des salaires inférieurs à ceux des hommes, occupent moins fréquemment des postes de direction et accumulent moins de richesses à long terme. Les inégalités sociales peuvent donc aussi entraîner des inégalités économiques. Ainsi, les inégalités ne sont pas seulement multiformes, elles sont aussi interconnectées et se renforcent mutuellement à travers différents mécanismes économiques et sociaux. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, il devient important de comprendre comment nous pouvons quantifier et mesurer les inégalités. Plus particulièrement, quels sont les différents outils utilisés pour mesurer les inégalités économiques. Ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à tout de suite.